Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo décryptage les amis. Aujourd'hui on va analyser la marque d'une grande championne du fitness sur internet, j'ai nommé Sissi Mua. Sissi on la connaît surtout pour sa plateforme de fitness qui s'appelle Train Sweet Eat, avec tout un tas de programmes de fitness, de muscu, etc. Mais elle a aussi lancé, on va voir à peu près à quel moment, il y a quelques années, une marque de vêtements de sport. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque vous les connaissez, les vidéos décryptage, elles sont là pour analyser le discours des marques de mode, pour qu'on réussisse en fait à comprendre à quel point elles sont engagées, à quel point elles font les choses bien. Et ce décryptage s'inscrit évidemment dans la série des marques qui appartiennent à des personnalités publiques, puisque Sissi est suivie par de très nombreuses personnes, je vais vous dire combien. Voilà, il y a 1,4 million de personnes qui la suivent sur Instagram, je suppose qu'il y a à peu près autant sur YouTube. Cette série sur les marques de personnalités publiques, pourquoi est-ce qu'elle est importante? C'est parce que je considère que ces personnalités ont un peu quand même un rôle d'exemple par l'influence qu'elles ont. Comme on dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et quand on a les moyens, puisque quand on est aujourd'hui une personnalité publique, notamment voilà une youtubeuse, une instagrammeuse très installée depuis de nombreuses années, on a les moyens financiers mais aussi le réseau pour faire les choses mieux, et notamment quand on parle d'une marque de mode, d'aller choisir des matériaux qui vont avoir un impact écologique moindre, d'aller choisir des chaînes de production qui ne vont pas faire souffrir d'êtres humains et qu'on en soit sûr. Enfin bref, je considère qu'il y a un rôle à jouer aussi là-dedans. On ne demande à personne d'être parfait, d'ailleurs, on demande juste de faire au mieux. Et ce sont aussi des personnes qui influencent beaucoup, donc à partir du moment où elles vont ouvrir une voie, où elles vont ouvrir certains sujets, certains enjeux, en parlant justement des matières qu'elles utilisent ou des chaînes de production qu'elles choisissent, ça peut inspirer d'autres gens à modifier le monde petit à petit. C'est d'ailleurs ça, le rôle d'influence. Il vaut mieux qu'elle soit positive. Comme d'habitude, évidemment, c'est une vidéo qui va rester 100% objective, qui va juste s'appuyer sur les faits, donc sur ce qu'on voit sur leur site, sur leur communication. Moi, j'aime bien juste à chaque fois me positionner parce que même si je veux un discours 100% objectif, on l'est jamais complètement, il y a toujours quelques petits biais cognitifs qui traînent de ci, de là. Moi, si je la suis depuis de nombreuses années, je suis abonnée depuis 3 ans à sa plateforme TSE que je vous ai d'ailleurs recommandée par ici et ailleurs parce que c'est une plateforme que j'adore. En revanche, je ne peux pas vous faire cette vidéo sans vous parler du scandale qui les touche depuis plusieurs semaines. C'est le compte Balance ta Startup qui, il y a quelques semaines, a révélé différents témoignages de différents anciens employés qui auraient travaillé et qui ont travaillé parce que ça a été vérifié. J'ai déjà discuté avec la fondatrice du compte Balance ta Startup, c'est quand même quelqu'un qui est rigoureuse et sérieuse. Ces témoignages, je ne sais pas s'ils sont vrais ou pas, mais en tout cas les personnes qui les ont écrits sont bien des anciens employés de l'entreprise de Sissi. Elle est accusée en gros de pratiques managériales qui sont pas ultra sympathiques, on peut dire ça comme ça. Nous on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a peut-être pas de fumée sans feu, voilà, je ne sais pas quelle est la véracité ou le taux de véracité de tous ces témoignages-là, je ne sais pas, en tout cas je suis obligée de vous en parler puisque quand j'analyse comme ça la démarche d'une marque, c'est bien de l'analyser un petit peu dans sa globalité, et c'est vrai que les pratiques managériales, ça fait partie aussi de est-ce qu'une entreprise est éthique ou non. Puisque quand on parle de respecter les êtres humains sur la chaîne de production, il est évident que les êtres humains qui travaillent au siège et qui font en sorte que l'entreprise fonctionne, c'est aussi des êtres humains à respecter. Voilà, parenthèse refermée, on va maintenant s'intéresser à la marque TSE Athletics, qui est la marque donc de vêtements de sport, qui est un petit peu rattachée à la plateforme et à Sissi. Et avant ça, on va un petit peu aller voir du côté de qui détient quoi, comment ça se passe, etc. C'est toujours intéressant, je trouve, de passer par cette étape-là quand on analyse des marques qui appartiennent à des personnalités publiques, puisque déjà, est-ce que cette marque leur appartient ou est-ce qu'il s'agit un petit peu, vous savez, d'une agence qui chapeaute un petit peu tout et donc d'une énième marque d'influenceurs qui se crée pour vendre un petit peu plus. Donc on va aller voir ça tout de suite. Pour ça, comme d'habitude, je me rends sur le site, en l'occurrence de TSE Athletics, et je vais aller voir les mentions légales. En général, c'est tout en bas sur la page d'accueil. Mentions légales. Donc ça me permet de connaître le nom de la société qui porte la marque TSE Athletics. Et donc on voit qu'il s'agit de la société TC & Co. Je me rends sur le site Papers qui donne toujours beaucoup d'informations sur les sociétés. On voit que au niveau des effectifs, on est entre 1 et 2 salariés. Donc à mon avis, c'est pas la seule société
de Sissi, puisque j'avais déjà vu une vidéo où elle montrait un petit peu ses bureaux, et il y avait une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui travaillaient dedans. Donc à mon avis, il s'agit d'une autre société. On est sur un capital social de 10 000 €, donc ça commence à être assez conséquent pour une marque de mode. Vous vous rappelez, dans la vidéo dernière sur la marque de Vianney, on était sur un petit capital social cette fois-là, mais on était sur 2 000 €. Ça vous montre un petit peu les ambitions aussi qu'on met derrière la marque. Donc au niveau des activités de l'entreprise, on est bien sur importation et exportation de vêtements et d'accessoires, d'équipements de sport, de livres, de recettes, nutrition et autres, compléments alimentaires, produits alimentaires et boissons non réglementés, etc. Au niveau des dirigeants, donc qui détient la société, on voit que c'est Célia Léo. Ça, c'est Aka Sissi Mua, c'est son vrai nom, c'est son nom civil. Tini, qui est son chéri, donc ils détiennent tous les deux la société, avec une société qui m'a l'air d'être une société holding, qui s'appelle Tissi Corp. Ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'en tout cas, Sissi et Tini partagent tous les deux, en tant qu'actionnaires majoritaires, cette marque-là. Donc à nouveau, on n'est pas sur une marque qui a été créée par une agence qui va gérer un petit peu sur le côté la marque de Sissi. Non. Elle tient les rênes en fait. À nouveau, je trouve que ça en dit beaucoup sur l'engagement qu'il y a derrière. Allons voir du coup ce qu'on trouve au sujet de Tissi Corp, qui est la holding. Capital social 1 million €. Waouh, on est sur un gros truc. Et voilà, on est bien sur activité des sociétés holding, on est bien sur une holding qui est détenue uniquement par Sissi et Tini. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec Pepper, c'est qu'on a souvent la cartographie des entreprises. Donc là, vous voyez, Tissi & Co, on les retrouve là au milieu. Ils sont détenus par Tissi Corp, et on voit aussi les autres sociétés qui gravitent autour de ça. On voit par exemple FTNI et BKNI qui sont les sociétés respectivement détenues par Tini et Sissi. C'est des sociétés qui sont là à mon avis pour représenter leur travail, par exemple sur YouTube, de création sur les réseaux sociaux ou que sais-je. Et on voit aussi la société Tissi qui est détenue à la fois par Tini et Sissi, et à mon avis ça doit être celle-ci qui va porter la plateforme. Ah oui voilà, au niveau des effectifs, on est entre 10 et 19 salariés, donc ça se ressemble déjà plus à ce que j'avais vu dans la vidéo. Et l'activité de cette société Tissi, c'est bien création, développement, gestion, exploitation d'un portail en ligne de mise à disposition de supports numériques et de contenus audiovisuels. Donc voilà, c'est à mon avis la plateforme c'est Train Suite It. Société qui est détenue à nouveau par Sissi à 70% et Tini à 30%. Ça veut dire que c'est eux qui ont la responsabilité légale, financière de cette entreprise-là. C'est évidemment beaucoup de responsabilités et c'est aussi beaucoup de travail. Voilà, c'est pas quelque chose qui est en train de se monter en parallèle de leur vie et qui leur rapporte un petit peu d'argent en plus de, je sais pas, leur vidéo YouTube ou que sais-je. Non, c'est leur activité principale. Ils sont tous les deux actionnaires, enfin c'est les seuls actionnaires. Ok, donc ceci étant dit, est-ce qu'ils ont un compte Instagram pour parler de cette marque-là? Oui, ils ont un compte Instagram. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, je viens de faire un petit tour rapide moi toute seule de leur côté sur leur compte Insta, parce que y a rien à montrer. Que ce soit dans les captions des posts, que ce soit dans les stories à la une ou dans les stories, il y a rien qui ne parle d'un quelconque engagement, de quelconque valeur. Il n'y a pas en tout cas de positionnement engagé. Ça, pas du tout. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'une marque ne communique pas dessus, ne se positionne pas comme ça, que il se passe rien dans les faits. Peut-être que ils font des efforts. C'est rare, hein, mais ça arrive. En général, les marques sont quand même assez contentes de communiquer sur leurs efforts, justement parce que c'est aller à contre-courant. C'est forcément faire des choix mieux en termes écologiques, en termes que ce soit voilà d'un point de vue écologique ou social, ça vient rogner sur la marge au final. Donc c'est quelque part un sacrifice qui est fait pour le bien commun. Et en général, c'est rare de faire ce genre d'effort sans communiquer dessus, parce que c'est presque dommage finalement. Alors déjà, dès qu'on arrive, il y a une petite banderole qui m'explique que à partir de tant d'euros d'achat, j'ai les frais de port offerts, et qu'à partir de 150 € d'achat, j'ai un parfum offert. Autant cette histoire des frais de port offerts à partir d'un certain montant d'achat, je comprends que ce soit un argument de vente qu'on ait envie de mettre en avant, parce que c'est une espèce de compromis, on va dire, entre la marque et le consommateur. C'est-à-dire, si vous nous soutenez à hauteur de temps, et ce temps, c'est important pour nous, ça représente réellement quelque chose, on vous offre les frais de port. En sachant qu'évidemment, les frais de port offerts, c'est aussi compris dans le prix
qu'on paye, forcément, hein, ça représente un coût pour la marque. Là où je suis plus mitigée, c'est sur l'offre du parfum. C'est-à-dire, on vous offre un truc gratos si vous achetez pour 150 € d'achat. Ça fait clairement partie des politiques commerciales que je trouve vraiment border et qui incitent réellement à la consommation. Alors on le sait, ne serait-ce que de parler de politique commerciale, de publicité, de communication, forcément, c'est pour qu'à un moment donné, ça vienne toucher le consommateur, pour qu'à un moment donné, il vienne acheter. On le sait, on n'est pas dupe. Mais je crois que quand on réfléchit à une démarche plus éthique et engagée, c'est aussi intéressant de réfléchir à ce qui est juste ou pas pour le consommateur. Le fait d'offrir des choses comme ça dans une politique commerciale, ça vient aussi renforcer le fait qu'il y a des choses qui ne coûtent rien à produire parce qu'on les offre. Et en fait, on vit dans une société depuis 20-30 ans avec l'essor de la fast fashion ou même de la fast déco ou de tout le fast que vous voulez. Enfin, c'est-à-dire que aujourd'hui, le but de la majorité des entreprises, c'est de produire le plus vite possible à moindre coût pour pouvoir maximiser les marges. Et donc nous, consommateurs, qui évoluons dans cette société de consommation-là, on a l'habitude que y a des choses qui puissent nous être données. Et forcément, qu'est-ce que ça dit, ça, dans le cerveau? Ça dit que ça a pas dû coûter grand-chose de produire ça. Mais pour que ça ne coûte pas grand-chose de produire ça, est-ce que ça veut pas dire qu'on a un petit peu trop rogné sur les salaires à un moment donné, qu'on a un petit peu trop rogné sur la qualité ou sur les matériaux qu'on a choisis? On a une culture en fait du cadeau qui, je pense, va induire nos comportements en tant que consommateurs et ça ne va pas du tout nous déranger, de payer finalement une deuxième brassière de sport pour avoir un parfum offert. Bon, je viens de lire l'intégralité de la page Notre Mission, il n'y a pas grand-chose. L'une des valeurs qui ressort, mais bon, ça m'étonne pas par rapport au discours de Sissi habituel, c'est-à-dire que ce sont des vêtements qui sont là pour donner confiance. Chaque corps est différent, chaque pratique personnelle, l'acceptation et la confiance en soi sont très importants pour nous. Nos pièces sont toujours pensées, développées et testées pour flatter toutes les silhouettes afin que vous vous sentiez la meilleure version de vous-même. Mais rien n'est précisé à nouveau sur d'éventuels engagements éthiques ou responsables. Il y a rien. Bon, du coup, passons directement aux fiches produits. Il va pas y avoir grand chose à regarder, je crois. Allons voir la catégorie femmes. Alors, la première chose sur laquelle on tombe, c'est ce sweatshirt loose minimal couleur frost. Alors, ce que je remarque, c'est qu'on va de la taille XS à XL. On n'est pas non plus sur un déploiement de la gamme qui irait jusqu'au triple XL. J'aurais tendance à dire que pour une marque dont disons la seule valeur qui ressort essentiellement c'est un peu l'inclusivité, le fait que on crée des vêtements pour donner confiance à tout le monde. La gamme XS XL pour une marque dont c'est presque la première valeur, je dirais que c'est pas suffisant. Bon, de manière générale, dans l'univers de la mode éthique et responsable, cette absence des grandes tailles, c'est un véritable problème. J'en ai fait une vidéo, si vous voulez, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, où j'interviewais 2 personnes qui avaient une marque éthique et responsable, et puis il y a d'autres personnes à la fin qui intervenaient et qui donnaient des avis intéressants. Donc si le sujet vous intéresse, je vous mets ça dans la barre d'infos. C'est vrai que ça permet de bien comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça, même si évidemment il y a des marques qui vont jusqu'à la taille 50, voire plus, dans l'univers de la mode éthique et responsable. Mais c'est pas la majorité, on est d'accord. Continuons. On me rappelle que si je dépense 150 €, le parfum est pour moi. Ok, matière et entretien, on est sur du 87% coton, 13% polyester. Caractéristiques, waouh, on sait même pas où c'est fabriqué. Je suis en train d'halluciner, mais non, je crois que ce n'est même pas écrit. Bon, là c'est la première fiche produit, si ça se trouve on est mal tombé et c'est des informations qu'on va retrouver par la suite. Mais là du coup, ce qu'on peut voir sur cette première fiche produit, sur ce sweat, c'est qu'on est sur du coton qui n'est pas certifié bio et qu'on a quand même une grosse proportion de polyester qu'on pourrait éviter dans un sweat. En général, le fait de rajouter de la matière synthétique, du polyester en l'occurrence au coton, ça va lui apporter un petit côté doux. Moi, je considère que c'est un luxe qu'il faudrait arrêter de s'offrir, de juste une petite douceur, rajouter un petit peu de douceur sur un sweat, parce que qu'est-ce que ça veut dire rajouter de la matière synthétique dans ce sweat? Ça veut dire premièrement que la matière n'est pas ou quasiment pas recyclable, puisque aujourd'hui en France, on est très peu capable de recycler une matière qui est mélangée. Donc coton et polyester,
On sait pas faire. C'est quand même dommage parce qu'il faudrait commencer à inclure la fin de vie des produits qu'on fabrique. En fait, il faudrait, dès le départ, avoir au moins une idée de comment est-ce que ça va terminer. Là, malheureusement, ça peut pas être recyclé, donc il y a des chances que ça termine dans une décharge au Ghana ou au Mexique, quoi. L'autre côté d'utiliser de la matière synthétique, c'est encore une fois que c'est une matière qui est fabriquée à partir d'hydrocarbures, ça veut dire de pétrole. Donc non seulement on utilise une ressource fossile qui est loin d'être renouvelable à notre échelle et dont en plus on commence à manquer, on l'utilise, voilà, encore une fois, pour se permettre ce petit luxe d'avoir un sweat un petit peu plus doux, en sachant que du coton bio de très bonne qualité, c'est extrêmement doux, hein. Enfin, faut le savoir aussi ça. Mais en plus de ça, on sait aussi que quand on met une matière synthétique à laver, dans la machine à laver, il y a des microparticules qui sortent au lavage et qu'on retrouve aujourd'hui dans les océans. Aujourd'hui, on considère que 65% du plastique qu'on retrouve dans les océans est issu du textile qu'on a lavé. Rendez-vous compte, c'est vraiment, le textile a vraiment une part, enfin, le textile synthétique a vraiment une part hyper importante dans cette fameuse histoire qu'on connaît à peu près tous du plastique qu'on retrouve dans les océans. Ben voilà, ça vient de ce type de truc. Autant quand on parle d'un legging, quand on parle d'une brassière de sport, on le sait que il y a une fonction en fait à la matière synthétique qui va être utile à ce moment-là, parce que il y a besoin de légèreté, il y a besoin d'élasticité, et ça, ben forcément, le polyester, le nylon, le polyamide, ça va être des matières parfaites pour apporter ça. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'ailleurs de faire ce décryptage de TSE, parce que ils s'inscrivent dans cette niche du sport, niche qui a ses enjeux à part, qui sont, comme il était écrit d'ailleurs dans leur page mission, de pouvoir soutenir l'athlète dans ses efforts. Donc c'est évident qu'il y a des problématiques à part quand on parle d'un vêtement de sport, d'un vêtement technique. Cela dit, voilà, là j'ai cliqué sur le sweat, il n'y a pas de technicité à apporter sur le sweat. Et enfin, dernier point et pas des moindres, il n'y a pas écrit sur cette fiche produit où est fabriqué, je n'ai absolument aucune indication de là où ça se passe. Je m'attendais à minima à avoir le pays de confection, donc la dernière étape, parce que ça commence quand même à être de plus en plus répandu, les marques prennent conscience que c'est une information qui est importante pour les consommateurs, et puis que de toute façon, le monde aujourd'hui, pour se réinventer, a besoin de davantage de transparence. On a besoin de mettre la lumière sur les personnes qui travaillent sur les chaînes de production, parce qu'elles sont complètement oubliées. On oublie qu'il y a tant de personnes qui passent du temps sur la fabrication de nos vêtements, et c'est pour ça, je crois, qu'on laisse tous ces drames et toutes ces dérives arriver. C'est parce qu'on les oublie, et évidemment. L'industrie de la mode, ça l'a bien arrangé de faire en sorte qu'on les oublie pendant tant d'années, mais ça commence quand même à revenir, et au moins donner cette information de la dernière étape de confection, c'est quand même un truc qu'on voit de plus en plus. Là, j'ai même pas ça, parce qu'on pourrait effectivement être en droit, en tant que consommateur, de savoir, ok, ça a été confectionné là, mais le tissu, il a été teint où, le tissu, il a été tissé où, et d'ailleurs le fil, il a été fabriqué où et par qui. Enfin bref, là, dans cette fiche produit, il y a vraiment pas l'info. Si on passe à la suite, par exemple, cette brassière contour Midnight. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on nous dit par exemple designé par nos stylistes sur la Côte d'Azur. Ça, c'est la première étape de fabrication du vêtement. Vous vous doutez bien qu'après, tout ce que je viens d'énumérer, il s'en passe des choses. Et bien souvent, et surtout quand on ne nous dit rien, ça se passe à l'autre bout du monde. Et en fait, plus je crois qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, il faudrait qu'on ait ce réflexe-là, plus la marque reste opaque et ne communique absolument aucune information, plus il faut se méfier. Parce que, à nouveau, on peut fabriquer en Chine dans de super conditions. Il y a de super ateliers de confection textile en Chine. Mais si la marque en a honte, si la marque nous cache tout, c'est probablement qu'il y a des raisons. Moi, en tout cas, en tant que consommatrice, c'est comme ça que je perçois la chose. C'est pas que c'est la réalité, que c'est ce qui se passe pour TSE et qui travaillent et qui font travailler un fournisseur chinois avec des conditions de travail catastrophiques. C'est pas ça. En fait, j'en sais rien. Mais sauf que nous, dans les vidéos de décryptage, on ne peut qu'analyser ce qui nous est donné comme information. Et cette information-là, elle est tellement capitale si on veut repenser l'industrie de la mode. On est en droit d'exiger davantage de transparence. Et moi, du coup, en tant que consommatrice, si je vois que la marque retient l'information, c'est qu'il faut que je me méfie. Matière innovante, effet seconde peau. Bon,
ça aussi. Qu'est-ce qu'ils entendent par matière innovante? On est sur du 75% nylon et du 25% spandex. Donc là, on est sur une compo qui est 100% synthétique avec le nylon et le spandex qui est ni plus ni moins que de l'élastane. Hein. L'élastane, c'est ce qui va apporter toute l'élasticité du tissu, qui va faire que le tissu va vous coller à la peau et va épouser vos mouvements. Bon, et là, 75% nylon, 25% élastane. Franchement, je sais pas en quoi ce tissu est novateur, comme ils disent. Si ça se trouve, il a reçu des traitements qui sont novateurs, du coup. Mais alors, quid de la toxicité de ces traitements? Parce qu'à nouveau, il n'y a pas de label, comme le label Ecotex, pour me prouver l'innocuité du vêtement que je porte. Parce que ça, il faut pas l'oublier, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un des troisièmes piliers majeurs de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'industrie de la mode doit changer. Ok, il y a les gens qui travaillent sur les chaînes de production, je dirais que c'est la première chose à laquelle il faudrait se préoccuper. Tout le volet écologique, mais il y a aussi le troisième volet, le volet sanitaire. C'est-à-dire que aujourd'hui les vêtements que l'on porte sont dangereux pour la santé des gens qui le portent. Il y a tout un tas de rapports et d'études qui sont faits sur des vêtements qui sont prélevés dans les magasins et qui contiennent des perturbateurs endocriniens à gogo, des cancérogènes, etc. Donc si vous en fichez des autres êtres humains et de la planète, vous pouvez au moins vous soucier de votre santé. Et le label Ecotex Standard 100, c'est vraiment le label qui va venir dire, bon ben ce vêtement-là, il est pas toxique pour la santé de la personne qui le porte. Autrement, même si je suis d'accord que c'est difficile d'éviter complètement les fibres synthétiques quand on veut atteindre des performances de haut niveau, on peut peut-être aussi réfléchir à trouver des matières qui vont être recyclées, donc qui auront besoin de moins d'énergie, par exemple, pour être fabriquées. Le fait d'avoir des fibres synthétiques recyclées, ça n'enlève évidemment pas le problème des microparticules de plastique qui se détachent au lavage, ça non, mais ça va quand même réduire considérablement l'impact carbone et énergétique, et même voire écologique tout court, de la marque. Et encore une fois, je ne vois pas d'informations sur le lieu de production. Allez, je vais cliquer sur la brassière Crossed Adjustable White pour que vous voyez Sissi quand même, si vous ne voyez pas à quoi elle ressemble. Donc là, à nouveau, on va du XS au XL. On me parle toujours de la matière innovante, parce qu'on est toujours sur la même matière. 75% nylon, 25% spandex, donc à nouveau, y a-t-il des traitements qui font que cette matière est innovante? Je ne sais pas. Et toujours pas d'infos sur le pays de fabrication. Le legging, 87% polyester, 13% spandex. Bon, franchement, je sais même pas si ça sert à quelque chose d'aller voir le reste. On va aller voir chez les garçons, allez. Le jogger performance. Toujours la même matière, 75% nylon, 25% spandex. On est toujours sur la même matière et toujours pas d'infos. Bon, écoutez, je vais aller regarder les accessoires, mais après je pense qu'on va pouvoir terminer là. Le bonnet. Allez. Qu'est-ce qu'il a ce bonnet? 50% coton, 5% acrylique. Je pense qu'ils ont dû oublier le zéro. À mon avis, on est sur du 50-50. Bon, là, à nouveau, on est sur un mélange de matières naturelles plus synthétiques. Moi, je considère que c'est dommage, et d'autant plus quand on va prôner l'excellence, vous savez, le soutien de l'athlète dans l'effort, la matière qui est donnée comme étant la plus respirante et qui va allier en même temps la légèreté et la respiration, puisque là, on parle d'un truc qu'on va poser sur le crâne pendant qu'on va courir. Donc il faut quand même une matière qui respire, il faut une matière qui laisse s'évacuer l'humidité, et la meilleure matière pour ça, disons, si notre valeur première c'est l'excellence, ça va être la laine de mérinos. Après, bon, il y a toutes les questions éthiques que ça vient poser derrière. Est-ce qu'on a envie ou pas de porter une matière d'origine animale? Et si c'est pas le cas, moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut peut-être mieux rester sur du 100% coton. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fibres synthétiques, ça coûte moins cher. Avoir une proportion 50% coton, 50% fibres synthétiques, c'est moins cher que du 100% coton. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que c'est 75% du textile aujourd'hui, enfin des vêtements qu'on porte, ils sont en synthétique. C'est parce que c'est pas cher de fabriquer du fil à partir de pétrole. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai cherché, j'ai fouiné, histoire d'essayer d'apporter un petit peu de nuance, mais j'ai l'impression que ça va être difficile. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue par ce que je vois, parce que qu'est-ce que je vois? Je vois une marque qui fait complètement l'autruche, alors que ses concurrents quand même commencent à communiquer dessus. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de greenwashing dans cette industrie du vêtement du sport. Hein, voilà. Il y a beaucoup de discours qui sont avancés et pas beaucoup d'actions en face.
Ça c'est sûr. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, j'avais fait les décryptages de la marque Oceans Apart et de Les Lunes. Si jamais ça peut, vous donner envie de creuser davantage ces enjeux-là. Mais voilà, on est quand même en 2024. Il me semble que c'est difficile aujourd'hui de faire complètement l'autruche quand on est une marque récente en plus. Il me semble que l'ouverture de la société c'était 2021, il me semble que c'est ce qu'on a vu en début de vidéo, avec des fondateurs qui sont jeunes et donc qui ne peuvent pas passer à côté des préoccupations des autres personnes de leur génération, c'est-à-dire où va-t-on et comment y va-t-on. Et peut-être qu'aujourd'hui quand on crée une marque, il faudrait essayer de la créer avec le moins d'impact possible, et alors ça représente peut-être des efforts, peut-être qu'on n'a pas les armes, peut-être qu'on n'a pas les connaissances au départ, mais en tout cas au moins essayer de faire quelque chose, de mettre un premier pied en selle, je sais pas, parce que là on se retrouve vraiment sur des fiches produits, un site avec zéro, il n'y a absolument rien sur les engagements, qu'ils soient éthiques ou éco-responsables, il n'y a rien du tout. Et alors je veux bien aussi que ce ne soit pas leur objectif aujourd'hui de développer cette marque de sport, peut-être que la majorité des efforts, et d'ailleurs on le voit avec les effectifs qui sont mis derrière, la majorité des efforts c'est la plateforme Train Sweet Eat, ok. Mais dans ce cas-là, si c'est pour faire les choses peut-être de manière un peu médiocre, pourquoi ne pas attendre d'avoir plus de temps, d'avoir plus de moyens pour faire les choses bien? Moi, je vous avoue que je ne m'attendais pas à trouver quelque chose de révolutionnaire parce qu'à nouveau, c'est une niche qui est compliquée. La niche du sportswear, il faut la technicité, mais en même temps, voilà, si on cherche de l'éco-responsabilité, il faut aller chercher des matériaux justement qui vont être un petit peu innovants, etc. Je me doutais qu'on allait retrouver du synthétique, je me doutais qu'il serait peut-être pas forcément recyclé ni certifié, je me doutais. Mais à ce point-là, ne rien avoir comme info, mais ne serait-ce que mentionner le pays de fabrication, je sais pas, c'est vraiment la politique de l'autruche, quoi. À nouveau, je sais pas, je crois vraiment en plus que c'est la première fois de toute l'histoire des décryptages que ça arrive, d'avoir si peu d'informations. Mais est-ce qu'on serait pas aussi, nous, un peu responsables, nous qui suivons Sissi depuis tellement d'années, nous qui nous abonnons à ses programmes, etc., est-ce qu'on serait pas un petit peu responsable aussi de ne pas lui dire que c'est important pour nous d'avoir ces informations-là, parce que ça s'inscrit dans la fabrication d'un monde qui va être plus juste, plus éthique, plus durable aussi, quelque chose qui avec des fondations solides, vous voyez. Et puis aussi que c'est important pour nous, ne serait-ce que en tant que consommateurs, pour acheter chez elle, si on a envie par exemple de la soutenir ou de soutenir son travail, il faut lui expliquer que on peut pas le faire si on n'a pas ces informations qui sont essentielles, parce qu'on peut avoir envie de soutenir Sissi, et je comprends très bien ça. Mais dans ces cas-là, ça veut dire potentiellement qu'on ne va pas soutenir ces personnes qui ont participé à la fabrication du vêtement qu'on va acheter et qui sont sous-payées, qui font des heures sup qui ne sont pas rémunérées, qui travaillent 80 heures par semaine, peut-être qu'ils font travailler des enfants en sous-traitance, je n'en sais rien en fait. Si on n'a pas d'informations, on ne peut pas savoir. Bon, ce qu'il faut en retenir surtout, c'est qu'il y a une grosse marge de progression. On va faire comme dans les vidéos de Sissi, c'est pas grave si on n'est pas bon aujourd'hui, on peut l'être demain en s'entraînant, en y mettant du temps et de la motivation. Parce que tout comme il est important de se sentir bien dans son corps, d'être la meilleure version de soi-même, mais je crois qu'il est aussi important que les marques qu'on lance soient les meilleures versions d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles soient exemplaires en fait, et puis qu'on puisse se regarder dans le miroir en sachant soi-même en tant que dirigeant, j'ai fait les bons choix. Les bons choix pour moi, évidemment, parce qu'il faut pas s'oublier dans l'équation, c'est pas ça qu'on dit, mais aussi les bons choix pour le monde, en fait, pour le collectif. Voilà, donc chez TSE, il y a encore du pain sur la planche pour tout ce qui concerne la transparence. Parce que si ça se trouve, ils font les choses pas trop mal, mais c'est juste que on n'en sait rien. Des efforts aussi sur les matières qui vont être utilisées, évidemment, peut-être utiliser des matières qui vont être certifiées GRS pour les matières recyclées, certifiées Ecotex pour la non-toxicité, le coton certifié GOTS, je sais pas, il peut y avoir tout un tas de matières certifiées, de matières qui vont être même innovantes, si on a envie de jouer sur ce côté-là. Et à nous, encore une fois, de faire passer le message, d'expliquer directement à la marque, ou si on connaît des gens qui sont consommateurs de cette marque, peut-être de leur expliquer les enjeux et d'à quel point c'est important en tant que consommateur, du pouvoir qu'on a d'expliquer aux marques ce qu'on attend. Voilà pour ce décryptage, j'espère que vous aurez appris des petites choses malgré tout, même s'il n'y avait pas beaucoup de choses pour broder autour. J'espère en tout cas que j'aurai répondu aux interrogations des personnes qui s'interrogeaient sur cette marque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça lui permet d'être mieux référencé, puis de soutenir mon travail aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout pareil, c'est hyper important pour moi. Comme d'hab dans les commentaires, donnez-moi des idées de marques à décrypter, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.